Dans cette position, dans un canapé, à regarder, oui, la petite balle jaune, celle qui nous a permis et qui permet, balle jaune, ben voilà, vous avez vu ça, démarre bien, la balle jaune, c'est celle qui fait référence à Roland Garros. Vous l'aurez compris, notre invité, c'est un sportif, quelqu'un qui a pu briller à Roland Garros, mais aussi ailleurs. Il va être accompagné d'un des associés de Ezeis, avec une thématique importante, c'est exister pour insister. Vous allez voir que eh bien, dans le monde du sport, sa carrière n'a pas toujours été rectiligne. Il a fallu insister pour aller chercher les victoires. C'est pareil aussi dans le monde de l'entreprise. Parfois, eh bien, on gagne des contrats. Parfois, c'est un peu plus dur. En tous les cas, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est du côté du football. Quelqu'un, est-ce qu'il faut qu'il porte un masque ou quoi? Lui, c'était le vengeur masqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un match. Il y aura 3 sets. Ça sera sur terrain neutre, sur le terrain de Sportif en boîte. Allez, c'est parti. Ezeis est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Voilà, de retour sur le plateau. Alors, juste, je ne sais pas encore, Michael Lejar, Sébastien Guénard, les deux cofondateurs d'Agora Média, je vous le dis tout de suite, il faudra peut-être que je regarde, j'ai peut-être le nez cassé. Suite, eh bien, à l'homme, celui qui a 16 ans de carrière, numéro 5 mondial, celui qui a été en finale en 88 de Roland Garros, le seul Français de l'ère Open à être 3 fois demi-finaliste de Roland Garros, celui qui en 91 nous a fait rêver, vous a fait rêver à Lyon avec la bande de Yannick Noah et gagner la Coupe Davis. C'est aussi 19 titres de tournoi ATP. Vous l'aurez compris, c'est monsieur Henri Lecomte. Bonsoir Jérôme. Tout va bien? Ah, moi je suis très heureux. C'était volontaire Non, mais j'avais dit que je te ferais prendre la table et ça va accélérer un petit peu la balle. Et bon, bah, excuse-moi, je lancé un peu trop fort. Voilà. Gaucher offensif, c'était son nom. Je ne sais pas s'il est gaucher, je ne sais pas s'il est offensif. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est l'un des associés d'une société Ezeis, en l'occurrence, c'est monsieur Benoît Crouzatier. Benoît, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Tennisman Tennis, ouais. Ah oui, ouais. Carrière, on a fait avec Henri. Oui, bon, c'est vrai que tu as gagné la dernière fois. Ouais, le tournoi des jeunes As à Tarbes. Ouais. Voilà, classé 14 ans, et puis les ligaments. Et puis. Fin de carrière, ouais. Et derrière, du coup. T'as eu de la chance. Ouais, bah oui, c'est pour ça que. Incroyable. Suite à cette. Voilà. Malheureusement, comme quoi, cette blessure, j'ai pu prendre. Ça se joue à rien, parfois, des carrières. Donc, comme quoi, vous voyez, bien, les deux se réunissent une fois de plus. Là, maintenant, ils vont devoir disputer ce nouveau match, 3-7. Juste avant cela, ce que je voudrais, avec toi, Henri, c'est que tu nous parles un petit peu de ce livre qui s'appelle Balle Neuve. Alors, livre qui raconte ton histoire de l'intérieur, mais qui raconte aussi l'histoire de l'homme qui a fait le joueur, c'est ça? C'est plus l'histoire de l'homme qui a fait que je suis aujourd'hui, comment j'ai pu m'adapter, comment j'ai pu aussi évoluer, de pouvoir apprendre un petit peu plus sur moi-même et de comprendre certaines décisions. Il y a des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, mais où j'assume complètement. Il n'y a pas du tout de revanche dessus, bien au contraire. Et c'est de pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc ça a mis du temps. Avec Maya, on a mis 2 ans et demi à faire ce livre. Et il est vraiment très très bien accueilli. Et en fin de compte, les gens ne s'attendent pas du tout à ça. Ils s'attendent peut-être de voir un livre où je vais m'exprimer par rapport à mes résultats, mes victoires, mes défaites. Oui, j'en parle, mais surtout sur l'homme. Comment il a pu évoluer et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce qui nous amène finalement à la thématique centrale dont je vous parlais tout à l'heure, exister, c'est insister, avec 3 autres thématiques qui vont s'afficher pour que vous ayez vous aussi le programme, que vous puissiez le vivre et puis aussi le commenter avec nous. On démarrera avec la règle des 3 E, écouter, exemplarité, efficacité. Et puis ensuite, deuxième thématique, c'est être régulier dans l'exigence, pardon. Et enfin, le talent, c'est le rebond. Celle-là, elle m'est venue, petit clin d'œil à mon ami malheureusement disparu, Gérard Rouillet, grand entraîneur du côté du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France et Liverpool, qui disait ça souvent à ses joueurs, le talent, c'est le rebond. Messieurs, on y va. La règle des 3 E, je commence avec toi, Benoît. Écoutez, exemplarité, efficacité. Dans le monde de l'entreprise, toi, tu as plusieurs entreprises, tu es associé au sein de Ezeis. Cette règle-là, elle est essentielle à tout niveau, quel que soit, j'allais dire, le niveau des collaborateurs, top management ou opérationnel. Exactement. L'écoute, c'est la première des choses.
dans le bouquin d'Henri, il y a des passages sur les entraîneurs, des gens qu'il a fallu écouter, des gens qui ont été exemplaires. C'est pareil dans l'entreprise, en fait. On suit des gens qui ont été exemplaires, qui nous ont inspirés. Et pour ça, avant toute chose, il faut absolument les écouter pour comprendre, retraduire, retranscrire et enfin découvrir quelle est sa propre voix. Donc, arriver à une forme d'efficacité. Toi, dans ta carrière, Henri, par rapport à ce que dit Benoît, ça t'est arrivé. Alors, il y a un petit rien qui vient à un moment donné qui te repère finalement. Hein, là, tu es obligé d'écouter. Oui, tu es obligé d'écouter, puis ça reflète un petit peu comme une entreprise, au tout début une PME, et puis on a vraiment nombre de personnes autour de nous qu'on doit écouter et qu'on doit suivre, qu'on doit respecter aussi. Donc ça a été ça la chose la plus importante pour moi, c'est de rencontrer bien sûr Yon Thiriac, je l'explique dans mon livre, qui m'a vraiment appris à comment être exemplaire, comment travailler, comment se surpasser. Et après, on en reviendra tout à l'heure, mais aussi le talent, il y a quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre comment on fonctionne. Alors certes, quand on est jeune, c'est plus compliqué dans le sport de haut niveau parce que ça va très vite. Oui. Mais dans une entreprise, ce qui est important, c'est savoir qui fait quoi et où nous allons. C'est un peu le même principe qu'un sportif de haut niveau. Donc il faut souvent, bien sûr, on parle de sacrifice. Pour moi, c'est pas des sacrifices, c'est une ambition. On ne va pas sacrifier parce qu'à un moment, il faut que je fais ça, je me sacrifie. Non, ce n'est pas un sacrifice, c'est parce que j'ai vraiment envie et je suis déterminé à devenir champion ou sportif de haut niveau ou chef d'entreprise et de gagner, avoir des collaborateurs aussi forts autour de moi qui me permettent d'être encore plus performant. C'est ça qui est important. C'est aussi l'écoute. Vous savez, aujourd'hui, encore plus maintenant 60 ans, auparavant, quand on vous posait une question, on voulait tout de suite répondre. La sagesse, c'est de pouvoir écouter, de prendre un temps de réponse et de se dire de bien réfléchir à ce que je vais dire et de pouvoir être plus percutant et performant. C'est aussi ça dans le monde de l'entreprise parce qu'en fin de compte, même le sport de haut niveau, on a besoin d'avoir nos petites personnes autour de nous qui sont dans l'ombre mais qui nous permettent d'être encore plus forts et puissants. Et souvent, on les oublie. Et donc, et souvent, il y a eu souvent des discussions en disant tout d'un coup, on a gagné. Et puis tout d'un coup, non, il a perdu. Ça a été souvent le cas dans parfois des sports individuels. Donc tu vois, ça peut être vraiment très dur, aussi très violent, parce que le monde aussi de l'entreprise est la même chose. Quand on va chercher un contrat dans une entreprise, on le travaille en amont, on essaie de être performant et après on le présente. Et ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est de gérer ses émotions. Oui. Ça, c'est au sein de l'entreprise, Benoît, tu le ressens, ce côté, la gestion de l'émotion, c'est-à-dire, on parle d'efficacité, d'exemplarité. Tu ressens ça aussi Ouais, je vais répondre mais je rebondis d'abord, pas mal rebondir. Sur le point, effectivement, le sacrifice, en fait, c'est pas un sacrifice, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre ton objectif et est-ce que tu as vraiment envie de l'atteindre. Et la difficulté, enfin, c'est pas une difficulté, c'est là où la différence souvent se crée. C'est que tu ne peux pas atteindre un objectif qui est véritablement ambitieux si tu n'as pas la niaque, si tu n'as pas envie de te défoncer, si tu n'as pas envie de gagner tout le temps. Et ça je le ressens effectivement dans le milieu de l'entreprise. On voudrait tous être chef d'une boîte du CAC 40, mais en fait, qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Au départ, tu pars d'en bas. Hein. Exactement. Tu apprends, hein. Au départ, tu pars d'en bas. J'ai oublié ta question. Non, je disais que... aussi l'efficacité, aussi, qu'il faut avoir, être ensemble. Exactement. Et après, tu as l'efficacité, c'est... Alors, te donner mettre beaucoup d'énergie, c'est bien. Le faire avec efficacité, c'est quand même mieux. Et pour ça, oui, j'ai envie de te dire, je rebondis, je vais te le dire tout le temps ce soir. et donc l'efficacité, en fait, l'effort n'est rien sans l'efficacité. Tu peux donner autant d'efforts que tu veux, mais si t'es pas efficace... Mais parfois, c'est dur aussi. Parfois, on peut travailler et on n'a pas de résultat. Comme dans le sport, on le voit tout de suite, même dans l'entreprise. On n'a pas de résultat, on n'arrive pas à trouver la solution. Alors comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, on se remet en question et puis surtout, on écoute un petit peu aux autres et on va chercher un petit peu ailleurs qu'est-ce qui peut m'apporter tout en gardant sa même structure. C'est ça. Moi, parfois j'ai fait des erreurs parce que c'est vrai qu'à un moment, on mangeait plus ou moins l'entraîneur et puis tout d'un coup, on rencontrait une autre personne et il me disait la même chose, mais moi, je n'avais pas la même écoute. Parce qu'on n'était plus aussi, on était un petit peu usé. Donc le fait de l'entreprise, c'est la même chose, c'est qu'on peut garder exactement la même personne, le même team, mais on peut trouver aussi une autre personne à côté qui va nous donner peut-être une information qui va sembler être anodine, mais qui va permettre tout d'un coup de vous réagir et dire « Mais oui, mais on l'avait oublié, on l'avait complètement mis de côté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été efficace à ce moment-là. » Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est quand j'ai vraiment cherché à savoir qu'est-ce qui s'était vraiment passé dans ma vie,
c'est aussi des déclencheurs. Et les déclencheurs sont parfois positifs et d'autres négatifs. Mais tu ne le sais pas tant que tu ne l'as pas vécu. Donc, on peut dire aux gens, mais moi, je fais ci. Non, attends, mon petit. Tu vas d'abord apprendre, Moi, j'ai eu des conseils de Jean-Luc Lagardère. Il m'a dit, j'ai pas toujours eu une cuillère en argent dans la bouche. J'ai fait 2 fois faillite, mais c'est pas des petites faillites, des grosses faillites. Et j'ai appris les choses pour reconstruire. Et évidemment, plus on a d'expérience, on va reconstruire d'une différente façon, mais en étant beaucoup plus solide. Et on apprend de ses erreurs. On apprend plus de ses erreurs que d'une victoire. Et d'ailleurs, puisque EZEIS, c'est une société de services, je le rappelle, d'ailleurs, on va afficher le site internet, où vous pourrez aller voir et y trouver toutes les informations nécessaires. Toi, Benoît, à un moment donné, tu as été cherché, comme dit Henri, à l'extérieur. Je sais, à un moment donné, ton passage en Irlande t'a permis de créer une culture ou en tous les cas d'approfondir ta culture du savoir. Ouais, exactement. Le passage même, pas qu'en Irlande, mais en Angleterre, en Espagne, au Portugal, tu découvres en fait de différentes cultures, tu découvres de différentes façons de travailler. Tu découvres surtout des moyens d'apporter de la motivation à tous tes collaborateurs. Voilà. Et ça, c'est super important, puisque ce qui fait vraiment la différence, c'est ta capacité à pouvoir motiver tes collaborateurs pour qu'ils délivrent un service qui soit au-delà de la qualité, au-delà de ce que tu as vendu. C'est l'extra mile, c'est ça en fait. Et donc, effectivement, c'est hyper important de toujours t'enrichir de ce que tu vas rencontrer dans les différents pays, d'en capter la substance moelle, le meilleur, et puis ensuite d'essayer de reproduire. Mais pour revenir après sur l'idée du mental, moi je suis assez curieux, mais Henri, en fait, quand tu tombes, il y a le mental, bien sûr, qui fait que tu as envie de te relever et tu te dis non, mais cette fois, c'est pour moi, je vais me battre. Et tu as un environnement qui fait que ce mental est très positif, non? Enfin, comment ça dépend. se passe? Moi, pour les 3 opérations du dos que j'ai eues, la première a été terrible, les 3 d'ailleurs, mais la 3e m'a permis aussi d'avoir une force, une capacité à énormément de résilience pour pouvoir revenir encore plus fort. Parce que c'est, comme on dit, on apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est qu'on voit quand un sportif a eu une blessure, il revient encore plus fort derrière parce qu'il réalise en fin de compte la joie, le fait d'être là. Regardez quand on voit Zverev aujourd'hui qui a fait une entorse terrible il y a 2 ans contre Nadal, il est revenu encore à Roland-Garros, il n'est pas loin, il frappe à la porte. Il n'est pas loin de gagner peut-être un grand chelem. Donc, mais après, il y a une résilience, il y a un pouvoir. On sait ce que l'on a. On sait ce que l'on vaut. C'est ça qui est important. Et donc, automatiquement, derrière, oui, on construit. Et on devient de plus en plus fort. Mais aussi, on sait exactement ce que l'on veut. Donc, on a une compétition qui s'installe, en fin de compte, en nous pour aller chercher plus loin. Benoît, toi, ta performance que tu as eue, tu as été partout. Tu étais en Irlande, tu étais en Angleterre, tu as vu une culture différente, tu as vu la gagne, tu as vu les gens qui ont une résilience, qui se sont dit mais comment il fait, il revient, et il se bat, il y va. Et d'autres seraient peut-être restés dans une autre direction et auraient peut-être changé complètement la philosophie du début. Donc, c'est après, ce qui est important, c'est la forme de personnalité et ce que tu as au fond de toi. Moi, j'abdiquais jamais. Et au contraire, plus on me disait t'étais mort, plus je voulais ressortir. Je crois que tu me connais assez bien, on a travaillé suffisamment ensemble pour dire quand j'avais un obstacle, moi il y va, je le saute, j'y vais. Mais ce parallèle-là, justement, que tu fais, il fait partie entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Juste avant de passer à la 2e thématique et se terminer ce premier set, j'aimerais que tu nous racontes cette anecdote. Alors, j'ai plus le match en tête, mais tu es mené. Et à un moment donné, il y a un petit mot qui te fait pas, qui t'est venu, et là tu dis. Je te laisse raconter. Non, mais l'histoire, je suis mené 2-7-0, break dans le 3e contre Cassio Mota à Roland-Garros, et je suis entraîné par Patrice Dominguez, et en 86 où je fais ma meilleure année. Il a son âme puisqu'il est décédé. Oui, mais Patrice, il y a 7 ans, et je finis 5e mondial cette année-là, et à un moment, je suis mené 2-7-0, break, et puis en changement de côté, c'est avec un ramasseur de balles, il met un petit mot, puis il dit tu donnes ça, Henri. Puis moi, je suis mené, je regarde, puis je rigole, je suis mort de rire. Il avait juste marqué « Ne t'inquiète pas, on t'aime, on est tous avec toi ». Je regarde ça, je dis « Mais alors, maintenant je fais quoi ?» Et maintenant je fais quoi? Je gagne. J'ai sauvé 2 balles de match et je gagne après 6-0, 6-0. Ce qui veut dire… Donc les émotions sont très importantes. Dans une entreprise aussi. Une entreprise, c'est bien sûr. La relation humaine, c'est la chose la plus importante. Et on l'a vécu un petit peu malheureusement avec ces 2 années de Covid qui ont redirigé. On a eu un nouveau jeu de cartes. Et on revient avec des sensations, avec des basiques beaucoup plus sereines et solides, je pense. Fin de ce premier set. 2e set, être régulier dans l'exigence. Parce que finalement, on peut être exigeant. Alors, vous en avez un petit peu parlé, messieurs.
Mais l'exigence, c'est pas que sur un instant T. Il faut une régularité, à la fois aussi bien, encore une fois, pour le top management dans une entreprise, que sur les opérationnels, le middle management. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on doit intégrer au fil du temps dans l'entreprise. Ça doit faire partie de son ADN. C'est l'ADN de la boîte, en fait, l'exigence. Pas toujours, malheureusement, mais... Pour ESEI, c'est son ADN. C'est notre ADN, ESEI, Europass. C'est notre ADN, clairement. Et l'exigence, surtout, il faut savoir la doser. C'est-à-dire que si tu es toujours à 120% d'exigence auprès de tous tes collaborateurs, tu crées des situations qui ne sont pas les bonnes et tu perds l'intégralité de tes collaborateurs. Il faut savoir à la fois être exigeant dans les moments importants, et chaque service n'a pas toujours le même moment d'importance, et en même temps, il faut savoir relâcher. C'est hyper important. Tu ne peux pas avoir une exigence pleine et entière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux, mais tu perds tout le monde. Tu perds tout le monde. Et c'est pas très bon. Donc c'est vraiment le jeu. Alors, si tu me demandes, mais comment tu sais quand est-ce qu'il faut le faire? En fait, tu le sens. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas le matin, tu arrives et tu as un truc, tu n'as rien. En fait, c'est du ressenti et tu sens le moment où il va falloir aller pousser l'intégralité de tes joueurs pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, pour aller gagner telle chose, ou passer telle difficulté dans l'entreprise. Enfin, tu rencontres des difficultés comme dans le sport, tous les jours, tu en as une qui arrive. Voilà. Et puis parfois, il faut savoir un peu relâcher. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de difficulté, tu n'as rien. Non, ça veut dire que tu vas reposer un peu, partager un moment de convivialité peut-être avec l'ensemble de tes collaborateurs, des équipes, pour ensuite repousser au moment où ce sera opportun. Mais l'exigence, surtout dans les métiers de service, tu ne peux pas passer où tu peux. Mais en fait, tu deviens une boîte... n'importe quoi, voilà, boîte lambda, et qui fait à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est pas du tout nous ce qu'on veut. Nous, ce qu'on vise, c'est l'excellence. C'est l'excellence des services à destination des clients. C'est l'excellence par l'exigence, l'excellence par les académiques, tu connais bien, qui est toute l'école de formation qui permet de faire progresser nos collaborateurs, un peu comme... quand vous faites les sélections, centre de formation, un peu comme quand vous faites les sélections pour la Coupe Davis, les Coupes Davis ou autres, vous prenez les meilleurs à un instant T. Nous, ce centre de formation est là pour détecter quels seront les futurs potentiels et ensuite les accompagner pour qu'ils puissent jouer à la Coupe Davis, pour qu'ils puissent jouer Roland Garros, pour qu'ils puissent les gagner, pour préparer les générations futures, etc. Et cette notion d'exigence, elle est hyper importante. Elle se perd, mais elle est hyper importante. La régularité, dans l'exigence, toi tu l'as connue. Alors il y a des moments où c'était plus compliqué. Des moments plus compliqués, je rejoins un peu Benoît, mais ces moments c'est plus compliqué parce que plus tu as de talent, plus tu dois travailler. Plus tu dois comprendre exactement comment ça s'est passé. Quand tu arrives 5e mondial par exemple, en 86. Oui, mais après il y a eu tellement on a tellement, on va pas dire souffert, mais on a tellement eu envie d'y arriver qu'on oublie tous les moments difficiles, tous les moments qui ont été durs. Pour nous, le pire, c'était les blessures. Moi, j'ai eu 3 fois 6 mois, enfin 2 fois 6 mois, 1 fois 3 mois, avec opération du dos. Donc après, on se remet toujours en question, mais après, on devient encore plus fort. Mais après, c'est une sorte aussi d'ADN. Ça dépend de ton ADN. Moi, j'étais quelqu'un d'extraverti, qui en voulait, qui communiquait, qui se battait. Sinon, je ne serais jamais revenu au plus haut niveau. Mais c'est vrai, l'exigence est très importante. Après, pour le mettre à un certain degré, on a un joueur qui l'a mis avec un talent exceptionnel, c'est monsieur Roger Federer. Il a compris que pour jouer aussi à ce tel niveau, que aussi longtemps, le fait de pouvoir comprendre exactement ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait encore 2 fois plus que les autres. Parce que, moi, c'est pareil, j'étais talentueux, pour rééditer toujours le même coup, parfois on le faisait, on me dit, c'est génial, comment j'ai fait ? Le problème, c'est que je n'avais pas trop compris. Donc, il faut rééditer, il faut travailler. Parfois, on se perd parce qu'on veut tellement d'exigences. Et puis, à un moment, comme l'explique Benoît tout à l'heure, comme dans l'entreprise, on est fatigué, on est éreinté, on presse trop le citron, on communique un peu moins. C'est pour ça qu'aussi, il y a des changements qui se font, mais on reste toujours dans la même direction. C'est ça qui est important. C'est lorsque moi, j'étais gamin, je voulais être dans les 10 meilleurs joueurs du monde, je voulais jouer à Roland Garros, gagner un grand chelem et gagner la Coupe Davis. Bon, j'ai gagné la Coupe Davis, je n'ai pas gagné le grand chelem, mais j'étais 5e mondial. Et t'as fait des finales. Non, mais j'ai eu une belle carrière par rapport à mon tennis, mais j'avais toujours une envie, une détermination qu'on garde. Et dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose, mais on a besoin de leaders. Et les leaders ont besoin aussi de s'adapter aussi aux personnes qui sont en dessous d'eux pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. C'est ça qui est le plus compliqué, parce que souvent on a des leaders, on a des capitaines de vaisseau, on a des gens qui ont des égos. Regardez, moi je vous parle par exemple de la Coupe Davis, on l'a gagnée pourquoi ? Parce que Yannick, il était joueur aussi, mais on s'est mis tous autour d'une table avec Guy et Arnaud et les joueurs. On dit, bon, mettons, qu'est-ce qui se passe ? Dans 2 heures, on fait quoi ? 3 heures ? Non, pas dans 2 heures, 3 heures, mais avant de partir en stage, on s'explique.
ouais, tu m'as dit ci, ouais, tu m'as dit ça. Alors, on fait quoi, les gars? On veut la gagner, la Coupe Davis, ou on veut se tirer dans les pattes, comme il peut y avoir dans les grands clubs, comme le Paris Saint-Germain, qui ont eu la finale et qui ont eu, en fin de compte, 4 personnalités, mais en fin de compte, ils ont voulu jouer tout seuls. Ben, ça ne marche pas. Donc, à un moment, il faut avoir un recentrage, il faut avoir un capitaine de vaisseau qui soit capable de pouvoir s'adapter. Et là, à ce moment-là, on se dépasse et on crée quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qu'on retrouve dans l'entreprise aussi, hein, une capacité avec le capitaine de vaisseau ou ce qu'on va appeler le comité de direction Bien ou sûr. autre. Là, tu parles des académies. Oui, c'est ça, c'est tout le monde, en fait, de pouvoir se parler. En fait. Exactement. Et tout le monde doit être leader sur sa mission. Voilà. Être leader sur sa mission, fin de ce deuxième set, troisième et dernier set maintenant. Un set partout. Un set partout. Qui c'est qui sert? Mais attention, parce que finalement, c'est moi qui décide, c'est moi l'arbitre. Ouais, bon. Avantage, pour le moment, un set partout. Troisième set. Le talent, c'est le rebond. Avoir du talent, alors le talent au sens très large, avec un T qui va pouvoir emmener, accompagner, bien évidemment. Le talent, c'est pas simplement quelque chose de stratosphérique, hein. C'est ce que chaque personne dans son domaine va pouvoir faire. Si dans le domaine de l'entreprise, par exemple, Benoît, je te disais qu'à un moment donné, le talent, c'est le rebond, le talent, c'est la capacité à garder peut-être un client qu'un adversaire, qu'un concurrent est en train de venir te grappiller. Et tu le sens, et tu le vois, et tu le sais. Et en fait, la capacité du talent, c'est de savoir faire rebondir les équipes en disant « Non, on ne va pas le perdre. On ne va pas perdre ce client-là. » Oui, le talent, c'est le rebond. Ça peut être ça peut être plein de choses. Mais oui, déjà, il y a cette capacité à entraîner toutes tes équipes, comme sur une Coupe Davis, derrière toi, à se dire les choses et dire ben, « Maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que on a envie d'être un peu médiocre ou est-ce qu'on veut être les meilleurs? » Donc là, il faut y aller, c'est ce que vous avez fait en Coupe Davis. Il y a ça, le talent c'est le rebond, c'est quand tu es tombé, c'est ta capacité à te relever. Ça c'est important. Et on peut appeler ça le talent, on peut appeler ça la force de caractère, on peut appeler ça l'envie de gagner. L'envie de gagner, elle est chez chaque personne de façon intrinsèque, et puis elle est via un collectif qui te pousse à avoir cette envie de gagner. C'est une éducation, c'est une culture. C'est l'ADN de ta boîte, hein. Voilà, il faut bien le comprendre. C'est pas tu travailles un matin et puis tu l'as. Après, le talent, il faut faire quand même assez attention. Je tends une perche à Henri parce qu'il va nous en parler beaucoup mieux que moi. Faire attention. Quand tu as du talent, tu peux au bout d'un moment un peu moins travailler. Tu peux être un peu moins vigilant sur ce qui peut se passer. Voilà, donc le talent, c'est le rebond. Oui, c'est toutes ses capacités, mais le talent, il faut s'en méfier. Des gens qui sont extrêmement talentueux peuvent se brûler les ailes. Et là, je passe la parole à Henri qui doit avoir quelques exemples très concrets. Oui, le talent, bien sûr, on a eu beaucoup de sportifs de très haut niveau qui avaient un talent énorme, mais qui sont brûlés les ailes parce qu'ils ont tout d'un coup parti dans une autre dimension. Le talent est très dangereux. Le talent, c'est quelque chose, c'est comme le feu. Il faut savoir le maîtriser. Il faut savoir aussi s'entourer. Il faut savoir aussi comprendre comment ça fonctionne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec Roger Federer, de pouvoir être encore plus performant, percutant et décisif en fin de compte. Et le talent aussi, c'est de pouvoir aussi accepter les erreurs et d'accepter aussi les reproches et les critiques. Parce que lorsque tu es talentueux, tu dis « Oh, ça va, moi, mais l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il connaît rien, moi j'ai du talent, et lui, il n'a pas de talent. » Ah ben non, mais parfois, ceux qui n'ont pas de talent, ils sont plus performants que ceux qui ont du talent, parce qu'ils sont besogneux, ils vont aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un client qui vient et qu'on est, par exemple, seul et qu'on le sent qu'il va partir, c'est exactement nous ce qui nous est passé avec la Coupe Davis. On est un sport individuel. D'accord? On pense qu'à notre gueule. On veut tuer l'autre en face, il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, on se retrouve à un sport collectif. Pour gagner cette Coupe Davis, c'est ce qu'on a fait un tour de table et on s'est exprimé. Et ce qui est important aussi dans l'entreprise et dans le monde d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on sent qu'il y a une personne qui va s'en aller, on a à ce moment-là l'intelligence de pouvoir s'adapter à la situation et de dire hey, Benoît, viens m'aider s'il te plaît. Là, j'ai l'impression que le gars, il va s'en aller, il part à la concurrence. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais parce que je travaille dans différentes sociétés, je suis advisor. Donc j'essaie de retransmettre un petit peu ce que je ressens. Et là, tout d'un coup, on arrive à créer une ambiance, on arrive à créer une osmose et une combativité ensemble qui nous permet de pouvoir attraper la personne, ou même mieux, de créer quelque chose encore plus fort et performant. Mais si on met tout ça en œuvre, on n'aura pas de regrets. Parce qu'on aura tout mis en place. Et puis si l'autre, il veut aller en face parce que l'herbe est plus verte, ou alors il gagne un petit peu plus à côté, il va y aller. Puis en fin de compte, ce qui va se passer,
c'est qu'il va se dire, mince, je me suis barré, et puis je voudrais revenir. Non, mon gars, tu ne reviens pas, parce que nous, on a l'ADN, une identité, la perfection, et on n'est pas comme ça. Donc, et ça aussi, c'est très... Et on apprend à ses dépens. Moi, j'ai appris à mes dépens, je fais des erreurs. Mais qui ne fait pas d'erreurs? Mais l'important, ce n'est pas de rééditer la même chose. Et après, celui qui a du talent, on en a beaucoup, ben, ils font pchit. Mais ils sont super forts au tout début. Et puis on attend une performance, et là il doit travailler un peu plus. Et puis après on se rend compte que ben, ça ne rentre pas dans le système et que lui a une personnalité qui en fin de compte a certains blocages, qui ne veut pas aller. Puis voilà. Ce que j'allais dire, est-ce que messieurs, que ce soit l'entreprise, que ce soit le monde du sport, est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas aussi, alors il y a un principe qui s'appelle le principe de Peter, où on arrive tous à notre zone de compétence. Est-ce qu'il y a des moments aussi dans l'entreprise, il faut faire attention à préserver aussi certains collaborateurs qui peuvent avoir du talent professionnel, mais pas nécessairement la capacité d'aller dans certaines zones parce que, bah, je sais rien, moi, s'exprimer en public, par exemple, c'est quelque chose où tu aurais beau lui donner des tas d'heures de média training, il n'y arrivera pas. Donc, c'est oui et non, en fait, oui et non. Moi, je ne crois pas que chaque personne a un seuil d'incompétence, comme tu dis. Je pense que chaque personne, si tu la formes bien et que tu l'accompagnes, il y a des endroits où elle se sent plus à l'aise. Zone de confort. Voilà. Toi, ta zone de confort, c'est de parler en public, de t'exprimer, de trouver le juste mot pour faire passer des messages qui soient cohérents. Il y en a d'autres, ça ne le sera pas, mais s'il travaille, si tu l'accompagnes, si tu lui expliques, si tu le coaches, si tu lui fais son discours par cœur, etc., il peut y arriver. Il peut s'en sortir. Voilà, il peut s'en sortir. Il ne prendra pas beaucoup de plaisir, mais il peut s'en sortir. Après, la question, c'est est-ce qu'il prend du plaisir ? Est-ce qu'il prend du plaisir ? Et quand tu es en entreprise, si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais... C'est compliqué, là. Là, ça devient quand même assez compliqué. Quel que soit ton salaire, si tu ne prends pas de plaisir, tu finis aigri, tu n'es quand même pas très heureux. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y en a qui atteignent des seuils d'incompétence à tel point qu'ils n'y arriveront pas, tu peux toujours y arriver? Est-ce qu'ils vont prendre du plaisir? Mais ça, c'est surtout le vrai sujet. Et puis après, comme tu as dit, il faut t'entourer. Enfin, moi, je le vois, je ne suis pas un expert de la finance, j'ai pris un bon DAF, j'ai à peu près le meilleur DRH, le meilleur DOP, et puis voilà. Il y a une chose aussi très importante, il y a des gens qui préfèrent être dans l'ombre. Moi, je travaille avec des personnes qui travaillent avec moi, elles ne veulent surtout pas être devant la lumière. Et c'est une force d'abnégation et de comprendre comment elles fonctionnent aussi. C'est ça qui est important. Après, tu en as d'autres qui veulent vraiment, mais ils ne savent pas s'exprimer. Alors, donc, après, ils se brûlent. Moi, c'était un petit peu le début de ma carrière aussi. Je n'avais pas du tout à m'exprimer. J'ai pris du média trading, j'ai appris à communiquer, j'ai appris à utiliser les mots qui sont les plus performants. Mais on a des gens aussi qui veulent préférer être les hommes de l'ombre. Comme, et qui sont indispensables. Et ils sont indispensables parce que si on ne les a pas, on ne pourra pas aller. Et c'est important dans le monde de l'entreprise de pouvoir leur dire merci et de les mettre en valeur à leur juste valeur, à leur juste manière, titre, pour ne pas les brûler non plus. Parce que tu peux prendre une personne, la mettre dans la lumière et tout d'un coup, c'est Icare. Oui, c'est Icare. Oui, tu te brûles. Ce que disait Benoît là tout à l'heure, à l'instant, juste avant de terminer malheureusement, mais il disait, il y a des gens, oui, comme tu viens de dire, on ne va pas pouvoir les emmener à tel endroit. Est-ce que toi, tu as souvenir, est-ce qu'il y a des tournois que tu n'arrivais pas à dompter? C'est-à-dire que tu savais quand tu arrivais à tel tournoi, tu le faisais parce que c'était dans le calendrier, mais c'est, je sais pas, l'atmosphère, le cadre, l'univers. C'était, pour moi, le plus difficile, c'était, moi, j'étais toujours très motivé pour jouer les grands chelems. Motivation, on l'avait. Mais après, tu avais des endroits où tu te sentais pas bien. Il y avait surtout des régions. Moi, par exemple, à la Chine, tout ça, c'était pas mon truc. C'est pas mon truc. Par contre, toi, j'étais en Allemagne, j'étais même plus adoré en Allemagne qu'en France. Après, il y a certaines régions. Et puis, il y a des moments aussi. Il y a le moment où tu arrives sur place, tu te sens pas bien. Et puis, parfois, tu as des super résultats, tu as des bonnes surprises. Tu arrives un peu grippé, malade, tu te sens pas bien. Puis, tu fais un tournoi exceptionnel. Donc, c'est surtout l'environnement qui est aussi important, mais c'est surtout l'environnement que tu as autour de toi qui te permet de pouvoir aussi, parfois, manque de bol, tu te retrouves avec un environnement et des personnes qui ne vont pas et qui te prennent ton énergie aussi. Et ça aussi, dans l'entreprise, on le voit, malheureusement. Tu vois. Te retrouver, t'es pompé par l'énergie. L'autre, en fin de compte, c'est toi. Il vient de servir. C'est toi la batterie, le cloque, là, hop, il se recharge, et toi, tu es là, tu comprends pas. Mais putain, j'ai un boulet, là, j'arrive pas. Et puis, tu comprends pas ce qui se passe. Et c'est là que c'est important d'avoir une équipe pour pouvoir te dire, écoute, on va réfléchir, et d'avoir une personne, parfois dans l'ombre, qui ne veut pas être dans la lumière, mais qui va te dire les vrais mots. Et ça, c'est important.
C'est pour ça qu'on arrive au terme. 30 minutes pour alors recharger la batterie, mais surtout faire balle neuve, finalement. Je vous rappelle le livre d'Henri, Balle neuve pour vous, dans le monde de l'entreprise. Dernier mot pour toi, Benoît, avec Easy, Europass. Balle neuve, vous l'avez déjà fait, vous êtes en train. Juste, si tu devais extraire un petit moment comme ça, là, pris à la volée. Tout de suite à chaud, pris à la volée. C'est le cas de le dire. Ouais. Sinon, tu peux prendre un passing. Je ne connais pas mon revers. Exigence et puis volonté d'y arriver et d'entraîner les autres. Exigence, volonté d'y arriver, entraîner les autres. Allez sur le site des EIS, vous verrez, vous y trouverez ça, vous y trouverez d'autres choses, tous les services proposés. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, mais encore plus, vraiment maintenant, éteignez vos GSM. Regardez par la fenêtre, la vie est belle. À bientôt. EZEIS a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.